Je viens d'acheter cette Aston Martin DB12 toute neuve. Elle n'a fait que l'équivalent de 49 km. Et maintenant, on va essayer de la reconstruire en 24 heures. Du moins, c'est ce que je pensais. Wop 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 wop. Ouais. Voici la toute nouvelle Aston Martin DB12, sortie cette année seulement. C'est pour ça que j'ai été super surpris de l'avoir déjà à une vente aux enchères de voitures à accidenter, avec si peu de kilomètres compteurs. Ces Aston se vendent plus de 200 000 livres sterling. Mais c'était l'occasion d'avoir une voiture toute neuve pour une fraction du prix. Mais il y avait un hic, je devais la remettre en état. La voilà! Regarde ça. Oh mon Dieu, ça veut dire que personne ne l'a récupérée, c'est ça? Personne ne l'a récupérée? Regarde ça. Tu as encore la protection. Ah, il y a encore la housse dedans. Oh, c'est pas possible. Ah ouais, on voit encore la couverture. Et c'est une Aston Martin. Regarde ça. Je parie que ça coûte super cher. Ouais. J'imagine que ça devait être envoyé à quelqu'un. Mais que c'est jamais arrivé. C'est triste, non? Maintenant, une chose qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est comment une voiture aussi récente, avec si peu de kilomètres, a pu finir comme ça. Oh mon Dieu, elle est en parfait état à l'intérieur. J'ai ensuite trouvé des documents qui étaient à l'arrière de la voiture. C'est des inspections PDI. En fait, je n'ai jamais acheté de voiture neuve avant. Je suis presque sûr que ces documents ne sont pas destinés aux clients. Les fiches de contrôle des tests routiers. Ah, il a eu un accident pendant l'essai routier? C'est possible? Test sur le banc roulant terminé. Ok. Cycle de freinage terminé. Bruit du moteur terminé. Tout a été fini. En fait, ça n'a pas marché. Ça a foiré sur... ça fait un bruit bizarre pendant le test de la route. On aurait dit qu'il n'y avait plus qu'un grincement et un petit bruit lors de l'essai routier. Mais aucun de ces documents ne nous donne d'indice sur les causes de l'accident. On aurait juste dit une fiche de problème pour les techniciens. Notre première théorie, c'est que la voiture est tombée d'un camion de transport en route vers un concessionnaire. Mais certains dégâts contredisent cette théorie. Regarde là-dedans, c'est plein de boue. Ah ouais, elle a peut-être fini dans un fossé. Ils ont enlevé les filtres à air, c'est pour ça que le sac est là. Il y a plein de place ici. Ouais, il est censé y avoir des filtres à air ici. Oh, c'est... Comment ils ont fait ça? À moins que l'arbre ne l'ait heurté. Ah, c'est pas terrible ça. Il devrait y avoir des gros filtres à air ici. Tu l'aimes? Ouais, elle va être à moi, je crois. Tu rêves. Donc le mystère n'est pas encore résolu. Mais ce qu'on sait, c'est que cette voiture est complètement abîmée. Mais avant de réfléchir à la manière dont je vais réparer ça, je veux savoir si cette voiture démarre. Et voilà! Ça sent tellement bon. Oh! C'est quoi le problème? Mais absolument rien ne s'est passé. Elle n'a même pas essayé. Si c'est comme la dernière Aston Martin, il y a un fusible pyrotechnique. Et pas seulement ça, on doit brancher le diagnostic sur le port OBD et effacer les données de l'accident. Sinon, elle ne démarre pas. Mais c'est une voiture toute neuve, donc je ne suis pas sûr que mon outil de diagnostic fonctionne. Ce serait très optimiste de ma part. Comme la plupart d'entre vous le savent déjà, le fusible pyro est un fusible qui se coupe après un accident et le déclenchement des airbags. Ça coupe alors l'alimentation du démarreur, ce qui vous empêche de redémarrer la voiture pour des raisons de sécurité. Le voilà les amis, notre ennemi juré. Il faut le faire sauter, donc on doit placer un bridge. Donc ce que je fais pour l'instant, c'est une solution temporaire, qui consiste à retirer le fusible pyro du circuit, puis je prends le fil qui va vers le démarreur, et je le connecte à un autre circuit, pour qu'il puisse recevoir les 12 volts dont il a besoin. Maintenant, le courant va passer directement de la batterie ici en bas, vers le démarreur. Mais regardez, c'est cassé juste là. Donc on va avoir besoin d'un de ceux-là. Mais est-ce que ça va permettre de démarrer la voiture? Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, lance-la. Ouais? Ouais. Vas-y. Non. Rien ne se passait. Ça demande l'année du modèle. Parfois, en plus du fusible pyrotechnique, il faut brancher un outil de diagnostic et effacer les données d'accident enregistrées dans le CU pour que la voiture puisse démarrer. Mon kit de diagnostic est trop vieux. Mais ce que j'ai fait la dernière fois, c'est l'utiliser comme un C63. Je crois que oui.
Mon outil de diagnostic ne lit pas une voiture aussi récente. En fait, il ne lit même pas les Aston Martin. Mais comme on le sait, Aston Martin utilise des moteurs Mercedes et n'a rien changé sur cette DB12. C'est un V8 turbo Mercedes. Donc au lieu de dire à mon outil de diagnostic que je scanne une Aston Martin, je vais lui dire que c'est une Mercedes. Mon outil ne fonctionnait toujours pas, donc j'ai fini par en emprunter un autre. Mais cette fois, il a lu les codes comme une Mercedes. Et voilà, capteur de collision, porte avant droite. L'outil pour le rétracteur d'urgence côté conducteur ne marche pas bien. On a aussi les airbags. Et je vois qu'il y avait plusieurs codes d'erreur, surtout dans le système d'airbag. J'ai ensuite effacé ce que je pouvais et j'ai réessayé. Les codes d'erreur ont été supprimés. 3, 2, 1 Toujours rien. Je pense que cet outil de diagnostic ne communique pas correctement avec la voiture. On n'a pas les bons codes, on en a des aléatoires parce qu'il n'arrive pas à les lire. Je vais quand même essayer. Parce que même si le moteur de ces nouvelles Aston Martin est un moteur Mercedes, Aston a maintenant son propre système logiciel. C'est pour ça que l'intérieur et la technologie ont tellement évolué par rapport aux dernières Aston Martin. Le problème, c'est qu'on va avoir besoin d'un outil spécial de diagnostic Aston Martin pour communiquer avec cette voiture. Donc on est coincé. Sympa. Oh là 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 là! Regarde toute cette herbe en dessous, là. Ouais, elle a été dans un fossé. Carrément. Et elle a été remorquée. Pauvre Aston. Ok, en dessous, là, ce boulon, ici, si on le serre, ça devrait mettre la voiture au point mort. Donc, on n'arrive pas à la démarrer. Maintenant, je me concentre sur le fait de sortir cette voiture de la remorque. Et comme la voiture ne démarre pas, elle ne sort pas de la position de stationnement. Et la seule façon de le faire manuellement, c'est de visser ce boulon sous la boîte de vitesse. Ouais! Avec ce boulon vissé, la voiture est maintenant au point mort, et on peut commencer à la pousser hors de la remorque. Je n'ai jamais commencé à reconstruire une voiture sans savoir si elle démarrait. Mais ça pourrait bien être la première fois. Bon, on a deux problèmes. Le premier, c'est qu'on n'arrive pas à la démarrer et on ne sait même pas si elle démarre. Le deuxième, c'est qu'on ne sait toujours pas comment ça s'est passé. Pourquoi elle n'a que 49 km au compteur et si elle est allée chez un client ou... On n'en sait rien. On va essayer de le découvrir au cours de cette construction. Mais notre troisième problème, c'est que quand j'ai acheté cette voiture, j'espérais pouvoir la reconstruire en 24 heures. On ne va pas changer ça. Dès qu'on va entrer dans l'atelier et commencer à bosser, les 24 heures vont commencer. Mettons-la dans l'atelier et voyons s'il y a d'autres dégâts avant de commencer le boulot. Elle se conduit bien? J'espère qu'elle a la direction assistée. T'en fais pas! C'est un truc de papa, ça, non? Quand ils mettent leurs bras sur le siège-passager. Ah ouais, pour faire marche arrière. Si on veut réparer cette voiture sous 24 heures, on doit connaître l'étendue des dégâts. Comme ça, on sera sûr de commander toutes les pièces nécessaires. Donc notre première étape consiste maintenant à soulever la voiture et à jeter un œil en dessous. Bon, elle n'est pas tombée d'un camion. Regardez. Ouais. Oh, ici aussi. Quoi? C'est quoi? La conduite de carburant. La conduite de carburant? Exactement. Donc même si on avait réussi à démarrer la voiture, elle n'aurait pas démarré, parce qu'une de ses conduites de carburant est complètement cassée. Ça aussi, c'est fichu. En fait, les deux conduites de carburant qui vont du moteur au réservoir sont cassées. Tout est boueux ici. Tout est pourri, le bras de suspension est cassé. Les deux barres stabilisatrices à l'avant et à l'arrière semblent avoir été endommagées et doivent être remplacées. Et puis en regardant de plus près, on a vu que même le support moteur était abîmé. Tout comme la Lamborghini Urus, le moteur est... Eh bien, celui-ci est bel et bien fissuré. Regardez ça. C'est complètement fissuré, tout le boîtier est abîmé. Ici, là. Et normalement, ça doit ressembler à ça. Le moteur doit avoir... Il a été touché sur le côté gauche et le moteur a dû littéralement faire ça. Comme ça. Qu'est-ce qui est arrivé à cette voiture? J'arrive pas à comprendre. Tu sais, quand tu répares cette voiture, Ouais, est-ce que tu vas la remettre en état d'origine? à peu près. Oh non. Bon, maintenant, j'ai une idée de l'étendue des dégâts. Donc je peux commencer à commander toutes les pièces dont j'ai besoin pour réparer ça. Je vais devoir commander ces pièces chez Aston Martin, car la voiture est toute neuve. Et je ne trouverai pas de pièces d'occasion. Mais j'espère qu'on pourra les avoir à temps. D'accord.
Une journée de travail de 24 heures est sur le point de commencer. Vous êtes prêts? C'est parti. On commence par le capot. Liam et moi nous en chargeons. Le capot est enlevé. C'est quoi ton premier boulot? Enlever les sièges. Et pourquoi ça? Pour pouvoir accéder au toit. Donc on doit pousser de Les l'intérieur. dégâts sont importants, ouais. Mon père va commencer par démonter l'intérieur, en commençant par les sièges, pour qu'on puisse voir à quel point le toit est abîmé. On doit voir jusqu'où le toit a été enfoncé. Pendant ce temps, je suis à l'avant de la voiture, en train d'enlever toutes les pièces abîmées, en commençant par la barre de protection avant. T'as apporté ça pour gagner du temps? J'aime bien. C'est assez efficace. L'efficacité, c'est notre truc ici. Pour l'instant, on parle de 24 heures, mais ça va être en réalité 24 heures de travail. On va chronométrer chaque fois qu'on travaille sur cette voiture et arrêter le chronomètre quand on rentre chez nous. Pourquoi? Eh bien, on adore les défis. Et plus vite on remettra cette voiture sur la route, plus elle aura de valeur. Cette voiture ne rajeunit pas. Liam et moi sommes en train de démonter tous les radiateurs avant, et il y en a beaucoup. Il ne nous reste plus que le radiateur de la clim. Voyons s'il y a du gaz dedans. Parce qu'on voulait d'abord vérifier s'il y avait du gaz. Il y a du gaz dedans. Parce que s'il y a encore du gaz dedans, il va falloir l'aspirer. Donc on enlève tous les radiateurs. On laisse le radiateur de la clim pour l'instant, et ensuite on pourra remettre le climatisateur pour enlever le gaz. Le problème avec ces voitures à turbo, c'est qu'elles ont besoin de tellement de radiateurs pour fonctionner. Et on dirait que la plupart des radiateurs à l'avant de la voiture sont tous cassés. Maintenant que les radiateurs sont retirés, Liam et moi pouvons accéder à la cellule de choc avant, qui peut être retirée du châssis, et qui est conçue pour se déformer en cas d'accident. La R1 est un peu abîmée, donc on va devoir la remplacer, ainsi que plein de supports sur le côté gauche qu'il faut enlever. Maintenant, je peux apporter le climatisateur pour aspirer tout le gaz de la climatisation. On sait très bien comment s'en servir. 3, 2, 1, c'est fait. Une fois le gaz de la climatisation aspiré, mon père a remarqué quelque chose d'endommagé sur le siège. Quoi? Celui qui conduisait cette voiture quand elle a eu l'accident a dû être projeté très loin en arrière dans son siège, car l'un de ses rails qui font tourner le moteur est tordu. Je vais donc retirer cette pièce, puis appeler Aston Martin pour voir si on peut l'acheter séparément. Maintenant que tout le gaz de la climatisation est sorti du radiateur, je peux le retirer sans problème. Puis j'ai reçu une réponse d'Aston. J'ai reçu un texto! C'est un de nos potes d'Aston Martin. On dirait qu'ils vont se lancer un défi, non? Cette partie du siège, on ne peut pas la commander séparément. On doit commander le cadre complet du siège pour 3800 livres sterling. Quoi? Alors, j'ai dit non. Il a dit, Dixit, un marteau et un bloc de bois devraient suffire. C'est sûrement sous garantie. Ouais, mais c'est pas un problème technique, non? Donc un marteau et un bloc de bois, c'est ça ou 3800 livres? Je vote pour le marteau et le bloc de bois pour que ce soit clair. Mais merci Aston Martin. Le temps passe, et on a encore des pièces endommagées à enlever. On doit passer à l'étape suivante. On enlève cette aile parce que... On a failli ne pas remarquer. Oui, exactement, mais on doit l'enlever. C'est aussi abîmé à l'avant ici. Et vous remarquerez peut-être que cet aileron avant et la majeure partie de la voiture sont faits de fibres de verre, pour que la voiture soit la plus légère possible. Mais ce n'est pas donné. Heureusement, cette partie de l'aile avant n'est qu'une petite section. Et sous l'aileron, le plastique a l'air en bon état. Pendant ce temps, mon père est toujours dans la voiture en train de démonter l'intérieur. Tandis que je suis dehors à essayer de trouver comment réparer ce toit. C'est notre principale préoccupation, on n'a jamais réparé ça avant. On vient d'appeler Aston Martin, on a commandé des pièces, on ne peut pas commander un nouveau toit malheureusement, mais vous pouvez commander ça et cette garniture. Mais on dirait qu'on ne peut pas commander cette partie-là. On va voir ce qu'on peut essayer de faire avec ça. Si on peut le pousser nous-mêmes ou le remodeler, ou je sais pas, c'est pas bon. On devrait probablement retirer cette vitre aussi, parce que on va commencer à pousser et tirer des trucs, et on ne veut pas briser cette vitre. Le prochain objectif de mon père, c'est de sortir les ceintures de sécurité. Comme les airbags ont été déclenchés, elles vont sûrement signaler une anomalie. Tu crois? Oh, ça s'est déclenché, regarde, ça a même fait sauter le bout. Il y a des explosifs sur la ceinture de sécurité qui explosent quand les airbags se déploient pour amener le conducteur dans son siège. Donc celui du conducteur s'est déclenché, vous voyez tout ce qui a été projeté. Et regardez comme le câble est court.
Regardez, on voit que le câble est beaucoup plus long du côté passager. Donc il n'a pas été retracté. En plus, il n'a pas explosé ici. Mais on va les renvoyer quand même parce que on veut changer la couleur de la ceinture. À l'équipe chargée des airbags. Et on veut qu'ils aient la couleur rouge corail. Ok. Un peu impoli, cette dame. Ensuite, encore plus de l'intérieur sort. Tony décharge des pièces de finition comme s'il n'y avait pas de lendemain. On peut aussi accéder à cette partie du toit. Oh ouais, super! Regarde ça. Même l'arrière est fait de fibres de verre. Et on dirait que tout est collé, comme sur la plupart des nouvelles voitures, juste pour gagner un peu de poids. Et mon père est toujours à l'intérieur en train de démonter toutes les ceintures de sécurité pour qu'on puisse les envoyer et faire réinitialiser les explosifs. Ensuite, c'est le tour de la garniture du toit. Oh mon Dieu! C'est super léger! On dirait du carton! C'est bien. Ensuite, je dois enlever cette partie inférieure de l'aile avant, car on a du mal à ouvrir la porte passager. Voilà. Donc cette charnière de capot est une pièce assez grosse en fait. Et regardez où elle était auparavant. On peut le voir. Vous savez comment les pros appellent ça? Des marques témoins. C'est là qu'il était avant, non? C'est parce qu'ils ont mis cette charnière et puis ils ont peint par-dessus. Donc, je pense que si on la remet en place, on devrait pouvoir ouvrir la porte. Wow! La charnière est tellement inclinée vers l'arrière qu'elle touche la porte et l'empêche de s'ouvrir. Je la remets donc à sa place initiale, en espérant que nous pourrons ensuite ouvrir la porte. Ouais! Ça avance bien! Tout progrès est bon à prendre pour le moment. On a retiré la plupart des pièces endommagées à l'avant de la voiture, et mon père est en train d'enlever les airbags rideaux à l'intérieur. On ne voit toujours pas grand-chose. Mais la bonne nouvelle, c'est que la plupart des dégâts qui se trouvent à l'extérieur du toit ne semblent pas avoir atteint la structure interne de la voiture, ce qui veut dire que c'est surtout cosmétique et non structurel, donc on pense que ça peut être réparé. Je suppose qu'aucun d'entre vous n'est libre dans les prochains jours pour retirer le pare-brise arrière d'une DB12 ? Ouais, si, je peux demain. Je peux venir demain. Ah, super, c'est génial. Une fois qu'on aura retiré la vitre arrière, on devrait avoir une meilleure idée de l'ampleur du déplacement du toit et on pourra commencer à le réparer. Mais pour l'instant, Liam s'occupe d'enlever l'un des derniers morceaux endommagés de la voiture. Le rétroviseur. L'emballage est là. Ici, à l'intérieur, devrait se trouver la couleur. Ça compte comme couleur ? Ouais, c'est une couleur. Elle semble un peu verte, non ? Effectivement, il y a une teinte de vert. Ouais ! Ça s'appelle Titanium Iced Matte Grey. Vous vous dites peut-être « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il fait ?» Attendez, c'est le même endroit où on a fait mon Aston Martin Vantage, mais en rouge. Donc je pense que ça va être vraiment sympa. Ok, alors qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on est en train d'emballer une voiture avant même de l'avoir réparée. Si vous pensez qu'on va pouvoir repeindre une voiture en 24 heures, vous êtes fous. Et j'ai l'intention de garder cette voiture pour moi. C'est la voiture la plus récente que j'ai jamais eue. Et j'adore cette couleur. Donc en attendant que toutes les nouvelles pièces arrivent, on profite du temps qu'on a pour commencer à emballer les panneaux qui ne sont pas abîmés. On commence par le quart arrière. Cette couleur est comme un gris satiné, mais elle tire presque vers le bronze, comme une couleur champagne, ce qui je pense ira très bien à l'Aston Martin. Pendant que j'emballe le quart arrière, Liam s'occupe des ailes avant inférieures. La majeure partie de cette voiture est assez plate, ce qui facilite un peu le travail. Mais ça prend quand même beaucoup de temps. Peu après, les gars de Screensaver sont arrivés pour démonter le pare-brise arrière et avant. Et vous pouvez voir ici, quand ils ont commencé à retirer le pare-brise, à quel point le côté droit de la voiture a été enfoncé. Car une fois qu'il a été décollé, on peut voir que le pare-brise n'est plus aligné avec l'arrière de la voiture. Donc, on va devoir plier et réparer pour remettre ça en place. Ouais, ça a l'air génial. Ça a de l'allure, non ? Tu commences par la porte ? Ouais, je vais commencer à emballer la porte. Pour l'instant, ça va. Je pense qu'il nous reste 18 heures. Il nous restait un peu plus de 18 heures. Mais j'ai dû attendre de tirer sur la porte d'entrée pendant que les gars de Screensaver enlevaient le pare-brise. Et puis mon père a nettoyé les morceaux de verre qui restaient sur le quart arrière. Il y a encore tellement à faire que ça en devient presque insurmontable. On a reçu les pièces d'Aston Martin, mais maintenant qu'on a certaines pièces, on devrait pouvoir avancer encore plus. Un séparateur avant.
Et ce serait dommage de ne pas en profiter pour améliorer quelques trucs pendant que j'y suis. Voici le montant A. Et on l'a en fibre de carbone des deux côtés. On pensait le changer, mais maintenant, avec ça, on voit vraiment où ça doit aller. Donc cette forme, quand on mettra ça, on pourra voir où ce panneau doit aller. Donc on peut replier le panneau vers cette moulure de pilier. Le prix de toutes ces pièces, et ici aussi, on doit encore là en chercher d'autres, parce qu'on n'a pas pu mettre le capot à l'intérieur. En fait, c'était pas si mal, du tout. Et on est vraiment dans le vert avec cette voiture en ce moment. Mais tout dépend du toit. Avant de nous mettre à réparer ce toit, la nouvelle boîte de choc est arrivée. Et j'étais impatient de faire avancer les choses à l'avant. Je peux maintenant revisser le nouveau pare-choc au châssis, puis passer aux autres supports. Voici les supports qui maintiennent les petits radiateurs, juste devant les roues. L'un d'eux est en fait un refroidisseur d'huile pour le moteur. Aujourd'hui, Mathieu, au lieu de t'avoir comme apprenti, ce que je sais que tu adores faire, je vais prendre Liam. Je lui apprends à... Bon, c'est pas vraiment difficile, mais c'est un boulot d'apprenti. Ouais, j'enlève le ventilateur. Défais ça, boum, de ce côté. Tu sais ce que ça signifie d'être apprenti? Ça veut dire qu'il y a un boulot qu'il veut pas faire, alors il le donne à l'apprenti. Non, j'adore reconstruire des trucs. Tony, 8 mm ou 10 mm 10. Maintenant qu'on a un nouveau radiateur, Liam et mon père peuvent transférer le ventilateur de l'ancien vers le nouveau, car il fonctionne très bien. Pendant qu'ils s'occupent de faire ça, je continue à visser les supports de la voiture. Bon, ça, c'est fait, ça aussi. Il nous manque plein de pièces parce qu'on a commandé plein de trucs et Aston Martin a dit que certaines pièces étaient en rupture de stock et que d'autres non. Donc on va devoir attendre en espérant que tout arrive à temps pour qu'on puisse tout assembler. Et à cause de ça, on a fait les choses dans un ordre vraiment bizarre. C'est pour ça qu'on est revenu à l'étape de l'emballage de la voiture. Liam et moi nous occupons de la partie côté passager. Et mon père est passé à l'avant pour remplacer d'autres pièces cassées. Maintenant, bien sûr, le gros souci, c'est que la voiture ne démarre toujours pas, et qu'on ne sait toujours pas pourquoi. Et comme la plupart des techniciens Aston Martin sont encore en train de se familiariser avec ce nouveau logiciel Aston Martin, même eux étaient dans le flou quand on leur a posé la question. Mais ce qu'ils ont dit, et ça me semble logique, c'est qu'on devrait fixer et brancher autant de trucs que possible dans la voiture. Comme ça, on élimine la possibilité que la voiture ne démarre pas parce qu'un élément est débranché. Et si elle ne démarre toujours pas après ça, on devra chercher encore plus loin. Ok, voici notre kit de réparation de carrosserie de 4 tonnes. Le but ici, c'est que la peau intérieure de ce panneau de toit est en fait en bon état, ce qui est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle, parce que, vu qu'elle est en bon état, on ne veut pas l'abîmer. Mais ça va être compliqué, parce que on doit relever un peu le toit, parce que il est un peu déformé à l'arrière. Donc on va essayer, mais le pire, c'est que quand on pousse et qu'on a besoin d'un appui, on espère que cette console centrale fera l'affaire, juste pour redonner une forme au toit. Je sais que les gens vont râler et dire « Oh, c'est plus aussi solide ». En fait, la solidité est bonne, car la structure interne n'est pas endommagée. On répare juste des dégâts esthétiques, comme une bosse sur le panneau latéral. Mais c'est un peu plus compliqué qu'une bosse normale. Avant d'essayer de le repousser, on doit savoir où on va le repousser. Et on devrait pouvoir le voir depuis cette vitre arrière. Le bas est ok. On se concentre sur tous les points positifs, parce que le haut... Donc maintenant, on peut voir à quel point c'est loin. Le verre doit être à fleur avec le corps. Maintenant, on peut mettre la garniture en carbone, la comparer à l'autre, et voir ce qui manque encore. Je pense qu'on peut le faire. On doit juste trouver un moyen de le plier. Et en parlant de plier, mon père a récupéré le rail et le moteur du siège. Il va commencer à le démonter dans l'espoir de pouvoir le redresser. Sinon, on va devoir acheter un nouveau rail de siège qui coûte plus de 3000 livres. Il a mis le rail dans une presse hydraulique et il espère pouvoir le redresser sans le casser. Il a même dû mettre un peu de cuivre sur le filetage pour ne pas l'abîmer. J'ai demandé conseil et comme la structure interne est plutôt en bon état, voici ce qu'on va faire. C'est qu'on ne veut pas l'abîmer, on veut juste atteindre la structure extérieure. Donc on va devoir percer un trou dans la structure interne et puis enfoncer quelque chose dans ce trou pour essayer de faire sortir cette partie. Je redoute les commentaires sur cette vidéo. Bon, ce n'est pas la façon habituelle de réparer un toit. Et pour que ce soit comme à l'origine, on doit vraiment remplacer la couche extérieure.
Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas l'acheter. Et franchement, les dégâts ne sont pas assez importants pour qu'on veuille le remplacer. On pense qu'il peut être réparé. Donc le plan A, c'est de percer un petit trou à l'intérieur pour pouvoir passer quelque chose derrière la coque extérieure et avec un peu de chance, le remettre en place. Ça va demander beaucoup de coups de marteau et de manipulation pour y arriver. Mais n'oubliez pas que cette moulure n'a pas besoin d'être super belle. La vitre arrière doit être bien alignée et la garniture du montant A doit s'emboîter dedans. Ensuite, tout est aligné autour. La coque extérieure est en fait en acier, tandis que le corps est en aluminium. L'acier est un peu plus facile à manipuler sans se casser ou se tordre. Maintenant qu'on a fini de couper le montant A, on peut mettre la vitre derrière pour voir si tout est bien aligné. On dirait que la vitre n'est toujours pas bien alignée avec l'arrière de la voiture. Ce qui veut dire qu'on doit encore la plier un peu. Bon, on a notre Mr. Push en action, et on va commencer à repousser la partie endommagée. Mais avant, on va prendre quelques mesures pour être sûr que le côté droit soit exactement pareil que le côté gauche. Ensuite, on commence à plier. C'est vraiment bien. Ouais, le seul truc qu'on peut pas plier, c'est le verre. Donc, c'est la solution ultime. Si ça s'insère bien, tout va bien. Et voilà que le pare-brise arrière redescend. Oh, ouais, mec! Oh, ouais, mec! Avant, c'était... Ouais, c'était super haut, ouais. On y est presque, je pense qu'on devrait avancer encore un tout petit peu. T'en penses quoi? Ouais, juste un tout petit peu. Ouais, juste un tout petit peu. Et vous savez quoi? Ça marche vraiment bien. Encore un peu de manipulation pour que ce verre soit bien à plat. C'est un long processus. Retirer le pare-brise, le plier, le remettre en place et vérifier qu'il est bien à plat. Et on ne veut pas abîmer quoi que ce soit d'autre pendant l'opération. Mais finalement, on a réussi. Regarde ça. Il bouge pas. Le pare-brise arrière est enfin bien en place. Et la garniture en carbone du montant A est aussi bien en place sur la voiture. On a ensuite installé le feu arrière pour vérifier que tout était bien aligné et les nouvelles étaient bonnes. Ce n'était peut-être pas joli sous les panneaux, mais ça faisait le boulot. Plus que 10 heures et j'en ai vraiment assez de l'emballage. Donc on a Keane ici qui a emballé la GTR de Kizzy Customs et il va tout déchirer parce qu'il est super rapide par rapport à moi. Je sais qu'on triche, mais le résultat sera meilleur et plus rapide si c'est lui qui s'en charge. Et après, on pourra se concentrer sur les trucs un peu plus mécaniques. Mon père va chercher les pièces et Liam est parti se faire couper les cheveux ou quelque chose comme ça. Il reste plus que 9 heures et 59 minutes. Keane est sur le point de tout déchirer. Je pense qu'il aura probablement terminé la majeure partie de ce côté-ci avec, les 8 heures qui nous restent. Ouais, tu penses que ça va te prendre combien de temps? Je devrais pouvoir le faire en 8 heures. Ok, allons-y. Keane est de retour. Mais maintenant, on peut avancer beaucoup plus vite avec l'emballage de la voiture. Parce que Keane fait ça depuis des années, il est beaucoup plus rapide et plus expérimenté que moi. Il a commencé par le quart arrière côté conducteur. Ensuite, il coupe l'emballage et le glisse dans les endroits où on ne le voit pas. Il passe ensuite rapidement à la porte côté conducteur. Et pour la jupe latérale, il met du ruban adhésif sans couteau, ce qui veut dire qu'il peut maintenant couper le film en dessous sans utiliser son couteau. Il enroule le ruban adhésif, puis le tire par en dessous, ce qui permet de couper le film. Puis, d'autres pièces sont arrivées. Liam est là avec le capot. Mais avant de l'installer, mon père doit installer 2 nouvelles charnières, qu'on remplace toujours si le capot a été abîmé. Ça nous aidera à l'aligner plus tard. Ce support ici, regardez ce support. Ce support ici aide à maintenir l'aile. Tout est absolument collé à la voiture. C'est pas de la soudure, c'est de la colle. Et il en manque de ce côté-là. Mais le bon côté, c'est qu'on n'a pas besoin de souder quoi que ce soit. On commande juste les pièces et on les colle avec de la colle Mansory, ce qui est... Je ne sais pas. On dirait que c'est comme ça que les voitures sont maintenant. Tout est collé ou assemblé ensemble. Encore une fois, c'est léger et pas cher. Alors pourquoi pas? Et pendant ce temps, on essaie toujours de comprendre comment cette voiture a pu subir ce genre de dégâts. Mais quelque chose pourrait nous mettre sur la piste. Ce qui va être intéressant quand on va vérifier ça sur Car Vertical, c'est que l'ancien propriétaire va être la partie intéressante, parce que si cette voiture n'a jamais été vendue à un client, elle ne devrait pas apparaître comme ayant eu un propriétaire. Ce qui veut dire que je serai le premier propriétaire, mais ce qui contredit un peu ça, c'est que l'assurance a payé pour ça. Donc si l'assurance a payé, c'est sûrement elle qui est le propriétaire de la voiture, avant qu'elle me soit envoyée, donc ça pourrait dire 2 ou ça pourrait dire 0. Je vais vérifier sur Car Vertical, où je peux rentrer le numéro VIN ou la plaque d'immatriculation.
La plaque d'immatriculation de cette voiture était écrite sur le pare-brise arrière. C'est une voiture immatriculée 73, donc elle a été immatriculée fin 2023 au Royaume-Uni. Et quand on regarde le contrôle, je ne vois qu'il n'y a pas de fraude au kilométrage, qu'il n'y a pas de crédit en cours, mais que la voiture a été enregistrée comme endommagée. Un seul propriétaire. 0824, c'est moi. Donc il n'y a pas eu d'autres propriétaires avant. Attends, qu'est-ce qui se passe ici? Elle a été endommagée avant que la voiture soit immatriculée. Regarde, 2023, la voiture est abîmée. La voiture est fabriquée, la voiture est immatriculée en janvier. Comment l'abîmer avant qu'elle soit fabriquée? Non, ça nous ramène à la théorie selon laquelle la voiture a eu un accident, a été immatriculée sur la route pour pouvoir faire déclaration à l'assurance. Ouais, c'est chelou. Il y a un truc super chelou avec cette voiture. Regarde, elle était déjà marquée comme endommagée avant d'être signalée sur la route. On n'a jamais vu ça. Comment la voiture peut être-elle déclarée irréparable avant même d'avoir été immatriculée? Ça n'a aucun sens. Si l'assurance a été payée pour une voiture, ça veut sûrement dire qu'elle était assurée pour rouler sur la route. Mais comment pouvez-vous assurer une voiture pour rouler sur la route alors qu'elle n'est même pas encore immatriculée? Il y a quelque chose qui cloche avec cette voiture. Mais la bonne nouvelle, c'est que je suis le premier propriétaire. Et un autre truc sympa avec Car Vertical, c'est que si vous regardez une voiture qui a été accidentée, parfois vous pouvez même voir les photos de la voiture lorsqu'elle était aux enchères. Ce qui peut vraiment vous aider pour négocier. N'oubliez pas, si vous voulez vérifier votre voiture, celle d'un pote ou une voiture que vous envisagez d'acheter, cliquez sur le lien dans la description ci-dessous et utilisez le code MAT pour bénéficier d'une belle réduction. Tout le reste de ce qu'on a à faire se trouve probablement sous la voiture. Il nous manque la ceinture de sécurité, donc on ne peut pas remettre à l'intérieur en place. On n'a pas encore les airbags, donc on ne peut pas les installer. On doit mettre cette voiture sur la rampe, puis on va commencer à s'occuper de la conduite de carburant, des bras de suspension et du support moteur. Mais il y a encore quelques trucs à faire avant ça. Je dois enlever toutes les garnitures qui se trouvent sous le capot, y compris les joints, l'insonorisation et les grilles du capot. Puis le remettre sur le nouveau capot maintenant qu'il est emballé. Tout ça est maintenu par des clips. Et tout s'enlève assez facilement. Parce que, eh bien, c'est tout neuf. Mais pour être honnête, on a fait de bons progrès. Mais on a toujours le doute que cette voiture ne démarre pas après tout ce boulot. Wow. Mon père est en train de remonter le rail du siège avec le moteur, et on va bientôt savoir si ça marche vraiment. C'est encore un peu tordu, mais on verra bien. Il pourra ensuite le remettre en place au bas du siège. Pendant qu'il fait ça, Keane continue d'emballer des pièces, et je vais essayer de remettre une vitre. Je suis maintenant le nouveau gars des pare-brises, parce qu'il nous reste encore 5 heures. J'ai jamais installé de vitre avant, mais j'ai lu les instructions. Les instructions indiquaient qu'il fallait d'abord apprêter la surface. Ensuite, j'allais avoir besoin d'adhésif pour pare-brise. Je te le prépare, Matt. Apparemment, ça doit être sec. Ok, je me lance. Ensuite, je mets la colle pour pare-brise. Ça avance bien. C'est le premier pare-brise que t'as installé? Ouais. On se contente d'en appliquer. Ouais. Ensuite, vous mettez aussi de l'apprêt sur la vitre. T'as déjà monté un pare-brise? Ouais, bien sûr. Ah ouais, et il s'y prend bien ou pas? Eh bien, il y en a un petit peu qui dépasse. Ah ouais, sur la vitre. Donc, qu'est-ce que tu nous as fait, là? Bon, Keane, toi, tu vas te concentrer sur l'emballage, d'accord? T'en as mis combien là-dessus, mec? J'en ai juste sorti, mais je l'ai appliqué. Après ça, j'ai pu remettre la vitre en place, en m'assurant qu'elle était bien à plat. Et puis, j'ai tout vissé. Je pense qu'on s'en est bien sorti. Ok. On passe au pare-brise arrière. C'est toi qui t'en occupes? Je pense qu'on devrait d'abord mettre toutes ces moulures pour être sûr que tout ce qu'on a fait sur le toit, les vitres, les pare-brises, les fenêtres et tout le reste, comme les prises d'air, ça rentre bien. Bon, je pense qu'il faut maintenant mettre les boulons à l'arrière. Et ensuite, on pourra commencer à mettre toutes les garnitures. Il reste 4 heures. Mais maintenant que le pare-brise arrière est en place, je peux boulonner le quart arrière et glisser ce guide d'air, qui est une prise d'air pour le moteur, car celui-ci se trouve évidemment à l'avant de la voiture. C'est un nouveau système sur les DB12, où l'air est guidé le long du côté de la voiture, puis dans le couvercle du coffre et à travers le spoiler arrière. Tout ça pour l'appui dynamique. Je verrai bien si ça marche quand je conduirai la voiture, à condition qu'on arrive à la démarrer. 3h54. Ça commence à être serré, non? C'est
C'est vraiment serré. La bonne nouvelle, c'est que cette garniture en carbone ainsi que le verre s'intègrent parfaitement à la carrosserie de la voiture. Mais on n'a toujours pas reçu la garniture en carbone pour l'autre côté. Keane a fini d'habiller le pare-choc arrière et il s'occupe maintenant du toit. Ça commence à prendre forme. Bon, le toit est recouvert, les garnitures en carbone sont posées, les vitres sont en place. Keane a fait tout l'emballage qui nous fait gagner un temps fou parce qu'on n'a plus beaucoup de temps maintenant. On va encore faire une pause dans l'emballage parce qu'il nous reste encore quelques détails à régler et essayer de se concentrer sur le démarrage de cette voiture. On va aussi laisser l'intérieur de côté, pour l'instant. Mais on n'oublie pas que les conduites de carburant en dessous sont cassées, tout comme le support du moteur. Et pour réparer tout ça, on doit mettre cette voiture sur la rampe. Mais on a les pièces. Donc on va la bouger, et nous sommes à un pas de plus pour faire démarrer cette voiture. Même si on ne sait toujours pas si ça va marcher. On va la sortir de là et la mettre sur la rampe. J'ai peur. Normalement, quand vous mettez le contact dans une voiture, ça amorce la pompe à essence. Mais sur la DB12, les conduites de carburant étaient cassées. Donc si on mettait le contact et que les pompes à essence essayaient de s'amorcer, elles se rendaient compte qu'il n'y avait pas de pression de carburant. Et c'est peut-être pour ça que cette voiture ne démarre pas. On verra bien. Donc cette conduite de carburant en métal qui est cassée et complètement écrasée à l'arrière va jusque cette partie-là, ici. Et on en a commandé une nouvelle. La voilà. Ça va jusqu'en haut. Je pense que cette ligne noire est bien. C'est cette ligne qui est cassée. J'espère qu'on pourra la déconnecter d'ici. On va peut-être pouvoir le faire glisser vers le bas, sous la voiture. Et il n'y a pas de fuite de carburant non plus, ce qui est inquiétant. Peut-être qu'il n'avait de l'essence que pour 46 km. Maintenant que le tuyau du carburant est déconnecté à l'avant de la voiture, on peut le remonter et aller à l'arrière pour le déconnecter de son emplacement. Ensuite, on doit faire glisser tous les clips pour pouvoir le retirer de la voiture. Ce panneau métallique va aussi nous gêner pour le retirer. Donc il faut l'enlever. Et on dirait que le sous-châssis aussi nous encombre. Donc on va devoir desserrer les boulons du sous-châssis avant, juste pour pouvoir l'abaisser un peu et dégager la conduite de carburant. Mais elle ne descendait toujours pas assez. On va devoir faire les boulons de l'autre côté du sous-châssis aussi. Aston Martin a bien appris la leçon de la part d'Audi. Oh mon Dieu, je viens de voir où se trouve le boulon du sous-châssis et c'est pas bon. Ouais. Il est derrière ça. Non, tu plaisantes. Non. Où ça? Il y a un boulon derrière ça. Avant de retirer ce boulon en forme de fourche, on a marqué son emplacement. Parce que quand vous tournez ce boulon, ça ajuste l'alignement à l'avant de la voiture. Donc on veut être sûr de le remettre exactement au même endroit. Maintenant que ce boulon est enlevé, on peut déplacer le triangle pour accéder au dernier boulon du sous-châssis, pour l'abaisser et, avec un peu de chance, retirer notre conduite de carburant. Ouais! Et voilà! Tout ça pour enlever ça. Mettons le nouveau, et après on réparera aussi l'autre qui est cassé. Voilà un bon morceau de ferraille. On peut glisser le nouveau tuyau de carburant en place, juste au-dessus du sous-châssis, en retirant tous les clips cassés sur le châssis, remplacer les clips cassés par des neufs, puis le fixer au raccord à l'arrière de la voiture. Maintenant, la voiture peut redescendre et on peut la connecter à l'avant. Il suffit de le glisser en place et de l'enclencher. Et c'est fait. On a un tuyau là, qui n'est pas connecté à celui-là. Donc, on l'a commandé. C'est celui-là. C'est le seul morceau qui manque, ce clip bleu, ici. Ce tuyau peut remplacer tout ça. Il monte, descend, passe par là, au-dessus de cette boîte de vitesse jusqu'au réservoir de carburant. Donc pour remplacer cette pièce, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas où ça va aller sur la pompe à essence qui est dans le réservoir d'essence, quelque part en haut. Donc, ce serait bien si on pouvait remplacer ce raccord et le mettre là, puis on pourrait le fixer à ça. Tu penses qu'on peut le faire? La réponse est non. Ces raccords sont comme des raccords haute pression. Et on ne veut pas prendre de risques, surtout avec la conduite de carburant. On va devoir remplacer toute la conduite de carburant, ce qui veut dire qu'il va falloir faire descendre la voiture et trouver le réservoir de carburant. Ça doit être quelque part par là? Non? Je dirais que c'est derrière ici. Et j'avais raison. C'était derrière ça. C'est du ruban adhésif double face. Je plaisante pas. C'est du ruban adhésif Mansory. C'est collé avec du double face.
Si je te donnais ça et que tu me demandais d'où ça venait, tu dirais pas d'une DB12, n'est-ce pas? Ok, voilà notre conduite de carburant, là. Cette conduite de carburant semble être directement reliée à la pompe. Donc la première chose à faire, c'est de la déconnecter. Ok, c'est fait. On va attacher un bout de ficelle dessus. Et quand on le retirera, on pourra attacher la ficelle au nouveau et tirer la ficelle à travers. En espérant qu'elle suive le même chemin, on devrait pouvoir le remettre en place. Voici ma ficelle italienne. Maintenant, je dois faire un nœud à l'extrémité en espérant que ça tienne. Tire dessus. On a ensuite remonté la voiture pour que mon père puisse passer en dessous et commencer à tirer. Ah ouais? T'es prêt? Le tuyau était super serré entre le réservoir d'essence et le châssis de la voiture. C'est vraiment serré! On pourrait peut-être le retirer, mais il serait impossible d'en mettre un nouveau. Ok, ça n'a pas marché. Bon, on va sûrement devoir retirer le réservoir d'essence, mais pour le retirer, on doit prendre en compte qu'il y a la boîte de vitesse dessus, ainsi que l'échappement et l'arbre de transmission. C'est vraiment stupide. Un boulot de 5 minutes s'est transformé en un boulot qui pourrait prendre des heures. Et démonter l'échappement, la boîte de vitesse et l'arbre de transmission prendrait trop de temps. Donc, on a besoin d'espace pour faire passer la conduite de carburant au-dessus du réservoir tout au long de celui-ci. Et pour l'instant, le réservoir de carburant est trop près du châssis de la voiture. Si on abaisse le sous-châssis, ça va abaisser le sous-châssis et pas le réservoir de carburant, mais le réservoir de carburant est juste au-dessus de ce sous-châssis et il est maintenu par 2 sangles, comme des bras. Et si on arrive à atteindre les boulons pour baisser les bras, eh bien, ça devrait aller. Et on pense que si on enlève ça, on pourra peut-être atteindre les sangles pour abaisser le réservoir. Le réservoir de carburant ne peut pas être aussi lourd que ça, car on pense qu'il n'y a pas de carburant dedans. Donc on devrait pouvoir l'atteindre. On va retirer ça et voir si on peut y accéder. Soise! Soise. Ah, c'est de l'huile pour boîte de vitesse. Oh! Ça fuit dès que ça sort de l'usine. Oh, c'est pas possible, il y a de l'huile qui fuit. Ou alors, c'est quand ils l'ont remplie. Cette voiture n'a fait que 46 km et elle a déjà une fuite. J'y crois pas. Il y en a là aussi, regarde. Ah ouais, c'est trempé. C'est pas possible, ça peut pas sortir de l'usine avec une fuite. À moins que ce ne soit juste du résidu provenant du remplissage. Bon, bref, est-ce qu'on peut mettre nos sangles? On peut. C'est vrai, regarde. Voilà le réservoir d'essence. Ouais. Et regarde. Là-haut. Regarde les boulons là-bas. On les enlève et ça baissera le réservoir. Super nouvelle. Donc on doit juste desserrer ces 2 boulons de fixation. Ce qui devrait abaisser le réservoir d'essence juste assez et l'éloigner du châssis. Une fois que c'est fait, on devrait pouvoir retirer le tuyau, car il aura suffisamment d'espace pour passer au-dessus du réservoir de carburant. Cette fois, mon père attache la ficelle italienne à l'extrémité de la conduite de carburant, et je vais tirer à travers la voiture, ce qui semble marcher, mais c'est encore assez serré. Mais la conduite de carburant cassée est sortie. Maintenant, je dois retourner en dessous et attacher la ficelle italienne à la nouvelle conduite de carburant. Ok, commence à tirer. Et maintenant, mon père doit tirer sur la ficelle. Ok, attends. C'était vraiment serré. Ok, c'est parti vraiment. Ah ouais, ça vient. Ouais. Et on ne voulait pas casser le tuyau. Vas-y. Ouais, vas-y, je l'ai. Ouais. Oh mon Dieu. Oh ouais. Oh mon Dieu. Ouais. Ok. On a réussi. Si Aston Martin regarde et qu'ils ont besoin de remplacer ce tuyau, pas de panique, pas besoin de démonter la boîte de vitesse. Tout ce qu'il me restait à faire, c'était de raccorder le tuyau en haut, de tout remonter, puis de passer en dessous pour raccorder le bas. Ouais. Oh, ouais. Oh mon Dieu, le clip est là. Et ensuite ça, on doit juste resserrer tout ça. Tout est bien fermé en dessous, ce qui est une bonne nouvelle. Mais il reste encore quelques trucs à faire ici. Le temps presse et la voiture est loin d'être terminée. On doit encore changer un bras de suspension là-bas, ça je m'en occupe. On a un lien à changer ici, que j'ai déjà en partie supprimé. Je dois juste changer ces 2-là. Mais le plus important, c'est ce support moteur là-haut. Et j'en ai un neuf juste ici. Et il n'y a littéralement que 3 boulons en dessous. Et on dirait que ça se verrouille avec un boulon en travers, que je peux à peine voir en haut. Je pense qu'on peut les retirer.
et avec un peu de chance, maintenir le moteur avec un morceau de bois dans le support de la boîte de vitesse. Je sais qu'on n'est pas censé faire ça, mais je pense qu'on peut y arriver. Donc il y a 3 boulons sous le support du moteur qui le maintiennent en place. D'abord, on les desserre, puis on essaye de faire glisser le reste du support moteur. Il y a ensuite 2 boulons qui serrent le support moteur sur le côté du moteur. On les desserre, puis on doit soutenir le moteur par en dessous. Le bloc de bois fait très bien l'affaire. Le support moteur cassé est retiré. Maintenant, on peut glisser le nouveau support moteur en s'assurant qu'il est bien placé, et ça va être assez serré pour le mettre en place. Mais on a un problème. Ouais, on a eu un autre incident avec des gens qui connaissent pas leur gauche de leur droite. On essaie juste de mettre ce support de moteur en place, mais il s'aligne pas. Il est écrit sur cette référence, qui finit par AA, et celle de ce côté-là, qui finit aussi par AA. Peut-être que ces supports de moteur ont le même numéro de pièce, ils sont juste interchangeables, mais celui qu'on vient d'enlever se termine par BA. Bon. On dirait qu'il va falloir en commander un autre. Donc on ne peut pas continuer ce boulot, mais il restait encore plein de choses à faire. J'ai commencé par changer la barre anti-roulis arrière, ce qui était assez facile. 2 écrous, j'ai fait glisser la biellette arrière, j'ai inséré la nouvelle biellette et j'ai tout resserré. Et c'est pareil pour le bras de suspension avant. Ces 2 bras auraient pu être en bon état, mais comme ils avaient une bague en caoutchouc fendue, ils auraient fini par s'abîmer à cause de la saleté qui s'y serait infiltrée. En attendant que le support moteur arrive, Liam et moi avons installé la barre de soutien avant, puis une sorte de revêtement en plastique et le support de phare. Après ça, on a glissé les filtres à air. Il reste encore pas mal de trucs dans ce compartiment moteur, notamment sous les filtres à air, mais ce sont des pièces qu'on attend. En attendant, on peut commencer à monter les ailes. Et elles sont bien mieux maintenant, elles sont de la même couleur que le corps. Et tous les panneaux s'alignent plutôt bien. Oh, je voulais pas Dieu, faire ça, c'est je pas l'ai encore vrai. fait. Tu fais ça à chaque fois. Oh non. Oh là là. Les ceintures de sécurité sont revenues de l'équipe chargée des airbags et elles ont été équipées de nouveaux explosifs et sont désormais de la nouvelle couleur. Matt a dit corail, ce qui est plutôt pas mal parce que si j'avais choisi le rouge, ça aurait fait trop sportif. Ouais, on va devoir voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. Mais comme on a remis les ceintures de sécurité, on peut maintenant remonter le reste de l'intérieur. Et pour remettre le reste de l'intérieur en place, on doit avancer la voiture pour pouvoir ouvrir les portes. Mais comme on a installé le mauvais support moteur, on a remis l'ancien support moteur en place et on va devoir tout boulonner pour l'instant, juste en attendant que le nouveau support moteur arrive et on remplacera le tout ensuite. On la fera rouler en avant et puis ensuite, on pourra commencer à installer les ceintures de sécurité et le reste de l'intérieur. Enfin, on peut commencer à remonter l'intérieur. Il reste un peu moins de 2 heures. Ça a l'air plutôt mauvais. Mais on a demandé à mon père de le remettre en place parce que c'est lui qui l'a démonté. On pense que ce sera le moyen le plus rapide. D'abord, on installe les ceintures de sécurité arrière. Et je remplace les airbags rideaux de chaque côté. Car ils se sont tous les 2 déclenchés. C'est assez facile à faire. Ensuite, les airbags rideaux. Et puis, il y en a un autre à faire de l'autre côté, qui s'installe exactement de la même manière que celui de gauche. Puis, un fusible pyrotechnique est arrivé. Un nouveau fusible pyro est arrivé. Et, avec un peu de chance, ça devrait permettre de démarrer la voiture une fois qu'on aura tout installé. Le nouveau fusible pyro a l'air en bon état. Il vient d'une Porsche. Et celui-là est cassé à l'intérieur. On espère maintenant qu'avec ça, l'ordinateur va se dire « Ok, j'ai un nouveau fusible pyro, je peux démarrer. » Mais on ne le saura pas tant qu'on n'aura pas essayé de le démarrer et d'installer ça, donc on va l'installer. La raison pour laquelle le nouveau fusible pyro provient d'une Porsche, c'est que si vous demandez un fusible pyrotechnique à Aston Martin, ils vous vendront toute la carte sur laquelle je visse le fusible pyrotechnique, qui coûte à peu près 500 livres sterling. Mais quand vous enlevez le fusible pyro et que vous vérifiez les références, elles sont exactement les mêmes que celles utilisées dans plein d'autres voitures. Maintenant, mon père s'occupe des ceintures de sécurité avant. Il les remet en place comme elles étaient, mais cette fois-ci avec une couleur différente et de nouveaux explosifs à l'intérieur. L'intérieur de cette voiture est un vrai puzzle. Si vous remettez une garniture dans le mauvais ordre, vous risquez de devoir tout démonter pour remettre la pièce que vous avez mal installée au départ. Donc, je reste en dehors de tout ça. Mais voir tout ça prendre forme, c'est vraiment gratifiant. Et l'intérieur est vraiment beau. En tête d'affiche, des bords en Alcantara. Tu les installes? Tout à fait. Une des dernières étapes, c'est la garniture du toit.
qui se clipsent, puis les montants en cuir. Il reste 1 heure et 6 minutes. Il nous manque beaucoup de choses. On ne peut pas vraiment aider mon père à l'intérieur parce qu'il y aurait trop de monde. Mais il nous manque un phare. Il nous manque plein de trucs qui vont ici. Il nous manque un radiateur et un autre radiateur. Bon, on a ce radiateur, mais on ne peut pas le mettre avant l'autre radiateur. Une barre de protection. On a la barre de protection, mais on ne peut pas la mettre tant que le radiateur n'est pas en place. Sinon, ça va poser un problème. On n'a pas de phare, on n'a pas de pare-choc. On attend encore beaucoup de choses qui pourraient arriver dans l'heure qui vient. On ne sait pas. On n'a même pas encore commencé. Mais dès que l'intérieur sera en place, on pourra peut-être commencer. Mais ça s'annonce pas bien. Il reste 1 heure et on est en panique parce que Liam et moi, on est juste là à rien faire pendant que mon père installe l'intérieur. Et pendant ce temps-là, je risque de perdre mon boulot. Tony, on panique. Je sais, ouais, je panique aussi. J'essaie de... C'est à toi de jouer. Vite, vite. Allez. Mets ce boulot en place, dépêche. La DB12 a déjà tellement avancé. Elle commence à ressembler de moins en moins à une voiture accidentée. Mais la prochaine étape est super importante. Quand j'ai eu cette voiture, j'ai tout de suite su que j'allais la garder pour moi. Donc j'ai acheté ça, de chez Careg. C'est une DB12 BMX, c'est trop cool sur une DB12. Vous pouvez aussi vous procurer une plaque d'immatriculation personnalisée chez Careg. Et avec mon code de réduction, vous recevez une plaque d'immatriculation gratuite. Merci Careg. DB12 BMX. Regardez ça. Ouais, ça a de la gueule. Ça a l'air officiel, c'est sûr. Ça a l'air vraiment sophistiqué, je trouve. Tu penses que le BMX, c'est sophistiqué? Non, aucun BMX n'est sophistiqué. Tony, tu seras content d'apprendre qu'ils ont mis le régulateur. Super. Maintenant que cette tâche importante est terminée, on a une autre tâche importante à accomplir. Faire le plein. Si on veut que cette voiture démarre, il lui faut de l'essence. Et on pourra aussi voir si nos conduites d'essence fonctionnent, et s'il y a des fuites quelque part. Et alors qu'il restait un peu moins d'1 heure, mon père était en train de mettre les derniers boulons pour les sièges. La batterie est branchée. Les gars sont toujours en train de remonter la voiture. Mais pendant ce temps, on peut lire les codes et voir si on peut en effacer certains. Et on espère que parce qu'on a une pompe à essence, parce qu'on a du carburant, parce qu'on a un fusible pyro, même si on n'a pas remplacé tous les airbags, qu'on va peut-être pouvoir la faire démarrer. Mais j'ai une théorie. Comme les conduites de carburant étaient déconnectées, peut-être que lorsque nous avons mis le contact cette fois-ci, on a pu amorcer la pompe à essence et qu'elle a détecté la pression de carburant, ce qui lui a permis de démarrer. Et j'ai juste peur que ça ne marche pas sur une vieille voiture. Mais c'est possible sur celle-ci. On va la scanner. Bon, je suis de retour avec un outil de diagnostic. Je la scanne à nouveau comme une Mercedes et je vais effacer tous les codes d'erreur existants. J'espère que cette fois, la voiture va démarrer. Prêt? Non. Mais rien. On a un plan. On n'a plus beaucoup de temps et on ne peut pas commencer maintenant. Mon ordi ne lit rien du tout. Aston Martin dit qu'on doit les contacter. La voiture est en morceaux, donc si on la leur ramène, ils ne feront probablement rien tant qu'elle n'est pas remontée. On pense qu'on va faire à l'ancienne avec une voiture moderne, en mettant 12 volts directement sur le démarreur. Et si ça va directement au démarreur et que le moteur tourne, premièrement, on saura qu'il tourne, et deuxièmement, si l'on fait avec le contact Mi, il pourrait même démarrer. Ou, troisièmement, ça se passe très très mal et on fait caler toute la voiture. Ça vaut le coup de prendre le risque. À ce stade, j'ai juste acheté un tas de décorations pour la voiture, qui coûtait cher. Elle n'est pas réparée, elle ne marche même pas, alors on est prêt à tout essayer. On branche maintenant la batterie pour que la voiture ait assez de puissance pour démarrer. Mon père et Liam sont sous la voiture pour brancher un câble de démarrage au démarreur. Donc, quand je connecte cette extrémité au positif, ça devrait démarrer. T'es prêt? Non. Vas-y, ouais. Ok, c'est bon. Bon, ça a presque tourné. Mais soit on n'avait pas d'étincelle, soit pas d'essence. On allait essayer encore une fois. Ok, arrête. Je crois que la batterie est à plat. On pourra pas aller plus loin que ça? On n'a pas beaucoup de temps pour essayer de démarrer cette voiture avant qu'elle doive être amenée chez Aston Martin. On dirait que ça nous dépasse complètement. Et que ça dépasse aussi nos outils. Mais il y a encore une dernière chose que je voulais faire. Livraison. Ah, elles ont l'air dingues. Bon, ce passage était prévu, mais à ce moment-là, on pensait aussi qu'on pourrait peut-être faire démarrer la voiture. Mais ces roues-là,
comme vous pouvez le voir, les pneus sont bombés. Les roues sont ok. Elles sont pas vraiment à mon goût, mais... Comme je voulais garder cette voiture, j'avais déjà demandé à Willmania de venir ici pour changer les roues. Des jantes, Jude de Willmania, avec des pneus Pilote Sport 4S. C'est un peu comme porter un costume avec des baskets Nike. Alors, on porte un costume avec des baskets. Ouais. On a 11 minutes pour les installer. Le pit stop de Willmania. Je voulais remercier chaleureusement Willmania d'être venu livrer ses roues. Au départ, on avait prévu que la voiture serait finie, qu'on l'amènerait là-bas et qu'on les ferait monter. Mais on n'arrive toujours pas à démarrer cette voiture. Je pense que de nouvelles roues ne vont pas régler le problème de démarrage, mais au moins ça aura de l'allure. Oh ouais, c'est bien mieux en noir brillant. Si vous avez besoin de roues ou d'une remise à neuf, pensez à Willmania. Ça a complètement transformé la voiture. Une dernière chose, maintenant les roues sont en place. Il reste plus qu'une dernière chose et on a 7 minutes pour le faire. Si quelqu'un a besoin de roues, qu'est-ce qu'il doit faire? Cliquez sur le lien WhatsApp ci-dessous. C'est ça? Faites ça, WhatsApp. Envoyez un WhatsApp à Willmania avec le lien ci-dessous. Tu préfères des chaussures ou des Nike? Eh bien en fait, j'aime les deux. Ok, c'est parti. Il reste 5 minutes, la voiture est toujours dans le même état. Mais on espère que certaines pièces arriveront dans les 5 minutes, notamment le support moteur. On peut donc essayer de conduire cette voiture. Livraison. Oh, regardez ça! On a le support moteur d'Aston Martin. Celui-ci se termine par BA et celui qui était du mauvais côté se terminait par AA. On espère que ce sera le bon. Et on va essayer de régler ça en moins de 4 minutes. Allons-y. Maintenant, on devient ambitieux. Il reste 3 minutes 30 secondes pour tout installer. Ok, on va changer le support moteur. Super, pompe. Il reste 2 minutes et 14 secondes. Les gars, il reste 60 secondes. Ok, on s'y met. Est-ce que ça peut attendre un peu? 10, 9, 8, on y est presque. 5, 4, 3, 2, 1. Game over. On s'en fichait. On a fait des heures supplémentaires. On enlève l'ancien support de moteur et on met le nouveau. Cette fois-ci, du bon côté. On peut le glisser en place, mettre les boulons en dessous, et maintenant on peut enfin remettre le triangle en place et boulonner le sous-châssis. Et l'Aston Martin était presque terminé. Bon, les 24 heures sont passées. Et voilà le résultat. Ça a peut-être pas l'air d'un grand truc, mais il y a eu une grosse transformation entre le début et maintenant. Malheureusement, Aston Martin nous a freinés dans notre élan. Passons en revue ces problèmes. Problème numéro 1. Donc même si cette voiture est toute neuve et qu'elle est fabriquée en usine, les pièces qu'ils ont pour les voitures sont montées sur les voitures qui sont en cours de production en ce moment, donc beaucoup de pièces sont en rupture de stock. Même des trucs comme le pare-choc avant, on ne les aura pas avant novembre. Cette partie-là est encore noire, on attend aussi la partie en carbone. On attend aussi les rétroviseurs, on attend les airbags à l'intérieur de la voiture. Tout ce qui n'est pas installé, comme je l'ai dit, est en rupture de stock. Deuxième problème. La voiture ne démarre pas. Donc, ça fait un moment que ça dure. On n'arrive vraiment pas à comprendre comment cette voiture démarre. Quand on est allé chercher le pare-brise, un des techniciens est venu nous dire « On vient de bosser sur une DB12 et on avait démonté le pare-choc arrière. Et sans le pare-choc arrière, la voiture ne démarrait pas. Donc notre première étape serait de tout boulonner. Mais on n'a pas encore les pièces pour tout visser dessus. Problème numéro 3. On ne sait toujours pas comment cette voiture a eu cet accident. On ne sait pas ce qui s'est réellement passé et peut-être que si on le savait, ça nous aiderait à la faire démarrer. Peut-être que quelque chose s'est simplement déconnecté. On ne sait pas. Pourquoi n'est-elle jamais arrivée chez un client? Pourquoi a-t-elle été enregistrée comme étant accidentée avant même d'être immatriculée? On ne sait pas. Alors si quelqu'un sait, aidez-nous s'il vous plaît. Et enfin, combien ça a coûté? La DB12 a été vendue
pour 60 000 livres aux enchères. Et toutes les pièces pour la réparer, on espère qu'on a tout compris chez Aston Martin pour 62 000 livres sterling. Et ça comprend les pièces qui ne sont pas encore arrivées. Donc au total, ça nous fait 122 000 livres sterling. Je pense qu'on tient le bon bout, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas, parce qu'on a juste un truc qui roule quand on le pousse. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, abonnez-vous et donnez-moi un like, et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Peace out. Maintenant, on a besoin d'un marteau et d'un peu de chance.